2025 à New York. Tout s'éteint. La foule rentre chez elle. Les néons, les cris, la musique, tout disparaît. Tout sauf une voix. Une voix qui continue à chanter. Seule dans le noir. Alors comment on en est arrivé là? On va en reparler. Mais pour comprendre, il faut repartir bien plus loin. Maggie Kang naît à Séoul dans les années 80. Quand elle a 5 ans, ses parents décident de quitter la Corée pour aller s'installer à Toronto. Et il y a une petite chose à savoir qui est très importante parce que ça forgera la femme qu'elle deviendra plus tard, c'est que son père était fou de cinéma. Mais pas fou de cinéma comme toi et moi, avec nos 50 DVD, nos 200 films sur clé USB. Non, non, on est sur un autre niveau là. Lui, c'est plus de 50 000 films empilés contre les murs du salon. Une collection colossale entièrement dédiée au 7e art. De vous à moi, heureusement qu'ils habitaient pas un appart à Paris. Y'a pas à dire, on a vraiment de la chance d'habiter dans un appartement si grand et si spacieux. Voilà dans quelle ambiance grandit Maggie. Pendant que les autres, ils apprennent l'anglais, elle apprend Chaplin, Kurosawa, Spielberg. En somme, le cinéma devient sa langue maternelle. Et quand elle ne regarde pas les films, elle les dessine. Des petits croquis maladroits au début, mais très vite, ça se transforme en vraies scènes, avec de vraies émotions. Le dessin, c'est sa façon de traduire le monde sans avoir à parler. Mais tout ça, ce ne sont pas ses seules passions. Quand elle était petite à l'école, elle était passionnée de K-pop. Mais c'était quelque chose qu'elle cachait. Parce qu'à l'époque, c'était ringard. Presque honteux en fait. Mais le soir chez elle, elle colle des posters sur les murs, elle danse, elle chante, elle est à fond K-pop. Et en grandissant, elle découvre qu'il existe un métier qui permet de fusionner le cinéma et le dessin, l'animation. Elle va donc rentrer au Sheridan College qui est une des meilleures écoles au monde. Et quand elle a 20 ans à peine, DreamWorks la repère. Elle va donc rentrer dans les équipes de Shrek, Kung Fu Panda, Trolls. Seul hic, personne ne connaît son nom. En fait, elle devient story artist. Vous savez, ces personnes qui inventent les plans, les émotions, les cadrages, et tout ça juste en dessin, avant même qu'il y ait un ordinateur qui rentre dans l'équation. En gros, ce sont des personnes qui bossent dans l'ombre. Monsieur, excusez-moi de respirer le même air que vous. Alors, je sais que DF est de plus en plus cher, mais est-ce qu'on pourrait juste pas... Et c'est dans cette ombre qu'elle va commencer à rêver. Et si cette fois, c'était moi qui racontais? Et ce jour-là, elle ne savait pas encore qu'elle venait d'ouvrir la première page d'une histoire qui allait illuminer le monde entier. Après 15 ans à dessiner les rêves des autres, Maggie Kang en a marre de rester dans l'ombre. Non, sans déconner. Un jour, entre deux plans de Kung Fu Panda, elle prend un carnet et griffonne 3 mots. Et tout commence. Chasseuse de démons. À l'époque, pas de K-pop, pas de paillettes, juste 3 femmes inspirées des mythes coréens. Un concept fort, certes, mais trop étrange pour Hollywood. Pas assez américain, trop féminin, trop asiatique. En gros, merci, mais non merci. Ok, bah écoutez, j'adore, d'accord ? Mais Maggie, elle s'en fout. Avec son collègue Rad Sekrist, désolé si j'ai écorché le nom, elle va peaufiner son histoire pendant des mois. Ensemble, ils mélangent le chamanisme coréen avec les rituels des Mudang et aussi l'idée que, en fait, la musique puisse exorciser le mal. Alors rapidement pour comprendre, dans le folklore coréen, les Mudang, ce sont des femmes qui chassent les esprits en chantant, en dansant et en tapant sur des tambours jusqu'à la transe. Leur cérémonie s'appelle les Gut et leur chant sacré, le Muga. Et encore une fois, désolé si je défonce la prononciation. Du coup, à la base, ils partaient de ça. Mais au moment où tout le monde s'est mis à danser sur BTS, Blackpink et d'autres groupes de K-pop, Maggie, elle a une idée qui lui fait tilt. En fait, elle a simplement modernisé le rituel. Les cérémonies sont devenues des concerts, les chants sacrés des chansons de K-pop, et les chamans des idoles. Les héroïnes n'affrontent plus seulement des esprits, mais également leurs propres démons. La célébrité, la solitude, la peur de décevoir. En fait, elle venait de fusionner des siècles de culture avec l'énergie la plus moderne de la planète. Puis arrive un matin de 2018. Elle entre chez Sony Pictures Animation, 10 minutes de pitch, 10 minutes qui allaient changer sa vie. Et alors que tout le monde refusait son idée, une semaine plus tard, Sony achète le projet. 3 ans plus tard, en 2021, Sony Pictures Animation va officiellement annoncer la mise en production de K-pop Demon Hunter. Et pour la première fois de sa carrière, Maggie n'allait pas simplement dessiner une histoire, elle allait la raconter. Ce n'était encore qu'un projet, mais pour elle, c'était déjà un miracle. Une fois que Sony a dit oui, Maggie n'a pas juste ouvert son ordi pour commencer à bosser. Non.
elle a pris un billet d'avion. Ah bah oui, parce que pour raconter la Corée, fallait bien y retourner. Et oui, si en plus de ça, on peut gratter un petit voyage. Elle débarque donc à Séoul avec son co-réalisateur Chris Appel-Hans et une partie de l'équipe de Sony Pictures Imageworks. Bref, leur mission, rendre chaque détail le plus authentique possible. Il passe par les marchés, les bains publics, les temples, en fait tous les endroits qui ont marqué son enfance. Chaque lieu devient une référence pour le film. Le marché de Myeongdong pour les décors, la tour Namsam pour la verticalité, et les bains publics pour une grosse scène de baston. Ce qui est d'ailleurs super bizarre, entre nous. Ok tout le monde, est-ce qu'on les ferait pas se bagarrer devant des vieux monsieur tout nus ? Hein ? Même les armes des héroïnes viennent d'armes réelles. Le Shenjeom, l'épée des 4 tigres, le Kokdo de l'époque Goguryeo, et le Shinkal, qui est une dague de la dynastie Joseon. Maggie voulait que tout ait du sens, et que justement ça ne devienne pas une version américanisée de la Corée. Même la lumière a été bossée à fond, chaque combat suit le rythme des chansons, les bruitages, les percussions, les coups, tout est basé sur le rythme de la musique. En fait, les combats ont été montés comme des clips. Au final, c'est un mélange improbable. Des tambours chamaniques, de la K-pop, des néons, et contre toute attente, bah ça marche. La tradition et la modernité fusionnent, et c'est là que K-pop Demon Hunter va vraiment trouver son identité. Et la prochaine étape, c'est trouver celle qui allait lui donner une voix. Pour le personnage de Rumi, Maggie Kang voulait quelqu'un de vrai. Pas une voix bancable, pas une star qu'on colle sur l'affiche juste pour faire joli. Elle voulait une fille qui comprenne ce que c'est d'être entre deux mondes. Et c'est là qu'entre en scène Arden Cho. Arden, elle est née à Amarillo, au Texas. Ses parents viennent de Corée, mais dans sa ville, elle est littéralement la seule asiatique. Résultat, elle parle anglais, elle mange américain, mais tout le monde la regarde comme la fille différente. I grew up my whole life thinking I was American, but like thinking I was like white. I was like white. White. Je prends pas le risque. Pendant des années, elle a essayé de s'intégrer, jusqu'à ce qu'elle parte à l'université de l'Illinois, où tout bascule. C'est là qu'elle rencontre pour la première fois des étudiants coréens. Et ironie du sort, elle les aide à écrire leur dissertation en anglais, et eux, en contrepartie, ils lui apprennent la langue et la culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle cuisine coréen tous les jours. Elle est quasiment bilingue en coréen. Mais malgré tout ça, Arden a toujours été touchée par le syndrome de l'imposteur. Alors si sa tête vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle a joué dans Teen Wolf, Partner Track et beaucoup d'autres séries, mais que à chaque fois, pas annulation. Voilà, tous ses rôles se sont terminés par des annulations de séries, pour cause de budget ou autre, bref. Et du coup, son syndrome de l'imposteur a toujours rejailli. Elle s'est toujours dit, bon, ben mes secondes de gloire sont déjà passées, ça y est. Jusqu'à ce qu'on l'appelle pour K-pop Demon Hunter. Et croyez-moi, le jour où elle apprend qu'elle va avoir le rôle de Rumi, pour elle, c'est clair. Elle capte direct. Ce rôle, c'est le mien. Une fille forte, drôle, mais pleine de doutes, exactement comme elle. Parce qu'apparemment dans la vraie vie, Arden, elle est introvertie. Mais par contre, en doublage, elle pouvait se lâcher. Crier, rire, pleurer. En somme, devenir quelqu'un d'autre. Mais attention, oui, c'est bien elle qui joue Rumi, mais c'est pas elle qui chante. Alors, les chansons sont interprétées par... Voilà. Et si tu veux savoir qui chante quoi, bah le plus simple ce serait que je te file directement le casting de The Voice Asie. Tu veux les noms ? Google est ton ami. Allez, on avance. C'est une fille du Texas qui s'est réinventée pour porter la voix d'une héroïne coréenne. Chaque hésitation, chaque souffle, c'est du vécu. Et sans le savoir, elle venait de devenir la voix d'une génération entière. Celle qui ne rentre jamais tout à fait dans une case, mais qui brille justement pour ça. Mais évidemment, toute cette lumière a aussi réveillé des ombres. Le film cartonne, tout le monde chante Golden, mais évidemment, sur internet, il y a toujours ceux qui crient bravo, et il y a ceux qui hurlent plagiat. Et oui, parce que juste quelques jours après la sortie, il y a déjà des internautes chinois qui accusent le film de voler leur culture. Les nœuds décoratifs, chinois. Les tigres, chinois. Les temples, chinois bien sûr. Bref, tout serait chinois sauf le générique. Nous arrêtons votre programme pour un débat historique de dernière minute, qui selon nos sources aurait déjà dépassé le fameux débat chocolatine ou pain au chocolat. Aujourd'hui, Corée contre Chine,
qui a inventé le tigre. Mais vous savez ce que c'est la plus grosse ironie? C'est que le film il est même pas disponible en Chine. Mais bon, ça a pas empêché les critiques de pleuvoir depuis les plateformes pirates. Et elle essaie de rappeler à tout le monde que les motifs, les amulettes, les tigres, c'est aussi profondément ancré dans la culture coréenne. Et il y a même un prof d'université, le professeur Seo Kyung-duk, qui va balancer « Ces gens critiquent un film qu'ils n'ont même pas le droit de voir ». Et du coup, pendant que la Chine, elle crie au vol culturel, le Japon, lui, se prend un tigre sur un toit. Dans la toute dernière scène du film, on voit le tigre, je sais plus comment il s'appelle, qui est perché sur un toit, au-dessus d'une affiche des héroïnes, où il y a marqué « Comeback ». Et là, vous allez certainement me dire « Ouais, et ben, le tigre, il cligne des yeux !» Non, vous l'avez pas? Ben en gros, le tigre, il cligne des yeux, et Internet est parti en vrille. Et là, je vous sens encore plus perdu. Alors, pourquoi? Parce que en Corée, le tigre, c'est un symbole national. Depuis des siècles, il incarne la fierté et la protection du pays. Mais, pendant la colonisation japonaise de 1910 à 1945, les autorités nippones ont organisé de grandes chasses pour éradiquer les tigres de Corée, histoire de faire disparaître le symbole même de l'esprit coréen. En quelques décennies, le tigre coréen a quasiment disparu. Alors vous comprenez bien, quand un tigre animé refait surface en 2025 au-dessus d'un panneau où il y a marqué « Comeback », les gens se sont dit Mais oui, c'est clair. Ouais, enfin, c'est pas comme s'il faisait un clin d'œil, il cligne des deux yeux. Donc soit c'est une métaphore sur la résilience du peuple coréen, soit il a juste pris une rafale de poussière dans la gueule. Je sais pas. Bref, je vous laisse vous faire votre propre avis. Bon, et puisque Internet adore transformer les victoires en champ de bataille, après les débats culturels, il y a les versions des débats avec les IA. Il y a une rumeur qui affirmerait que Soda Pop a été écrite par ChatGPT. Le compositeur a dû donc venir s'expliquer, et il a bien dit que oui, il utilisait l'IA pour brainstormer, mais que non, ce n'est pas pour pondre les paroles. Et évidemment, Internet a entendu « Écrit par ChatGPT !» Et encore là, on parle d'une histoire d'IA gentille. Après ça vient le remix X. Il y a une version un peu olé olé, basée sur le zigouigoui et compagnie, de Soda Pop qui a tourné sur TikTok. Évidemment, le tout créé par l'IA, et ça a tourné jusqu'à ce que Netflix, au bout d'un moment, ils disent « Hey, t'imagines, tu fais un film pour les gamins, et t'as l'algorithme qui te pond Soda Coq ». Nous vivons une époque formidable. Et puisqu'on parle de TikTok, il y a un nouveau challenge qui sort, le hashtag K-pop Noodle Challenge. Donc le but c'est d'imiter les héroïnes qui mangent leur ramen super vite et brûlant comme ceci. Et le problème c'est qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont fait. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ont fini aux urgences. Mais pour moi le plus fort à la limite c'est pas ça. C'est qu'il y a un gars qui a vu ça et qui s'est dit « Waouh, ce tuto pour se cramer la glotte, il est incroyable. » Et pendant que tout le monde débattait sur Twitter, les gens du film dans les coulisses, ils se sont dit « Les gens d'internet, des petits joueurs. On peut faire beaucoup mieux. » Par exemple, une directrice artistique, Céline Dailleux Kim, a quitté la production en plein milieu. Le tout en dénonçant des comportements discriminatoires au sein du studio. Elle racontait qu'un cadre de Sony Pictures Animation lui avait tenu des propos limite, et aurait systématiquement rabaissé ou ignoré ses propositions artistiques, sous prétexte qu'elle faisait trop asiatique. Ouais, apparemment, au service artistique, il y en a un qui a zappé complètement qu'il bossait sur un film coréen. L'affaire a fait pas mal de bruit à Hollywood et le cadre visé aurait démissionné. Mais Céline, elle a décidé qu'on ne la reverrait plus jamais sur une production liée à K-pop Demon Hunter. Ça veut dire que s'il y a une suite, elle n'y participera pas. Et elle a même supprimé toute mention du film dans son portfolio. Quand ton propre staff fuit ton film, t'as compris que les démons c'était pas que dans le scénario. Mais malgré tout ce vacarme, le message d'origine reste la fierté culturelle. Et c'est justement parce qu'il a touché si fort que tout le monde veut se l'approprier. Le 20 juin 2025, K-pop Demon Hunter sort enfin sur Netflix. Et à peine quelques semaines plus tard, le 23 août 2025, Netflix organise la sortie karaoké du film dans les cinémas américains. Et pour l'occasion, l'Empire State Building s'illumine aux couleurs de Huntrix. Rose, or et violet. Les gens chantent Golden dans les rues de New York, et tout en haut, Arden Show lance le light show. Quand la tour s'est mise à briller en or, j'ai commencé à pleurer. C'était surréaliste. Des gens chantaient Golden dans la rue, et je n'arrivais pas à y croire. Cette nuit-là, la fille du Texas qui se croyait blanche voit tout New York célébrer la Corée. Elle ne chante pas dans le film, mais c'est sa voix qu'on entend. Et pour elle, ce n'était pas qu'un gratte-ciel avec de la lumière, c'était une revanche. La preuve que la fille, aux 1000 projets coupés avant même qu'ils aient vraiment commencé, pouvait illuminer toute une ville. Et quelques minutes plus tard ce soir-là, tout s'éteint. La foule rentre chez elle. Les néons, les cris, la musique,
tout disparaît. Tout sauf une voix. Une voix qui continue à chanter, seule, dans le noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager, ça nous soutient énormément. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo.